Décryptage. L'invité de décryptage ce matin, l'invité de Karl Sivat, la candidate à la présidentielle Christine Boutin du Parti chrétien-démocrate. Bonjour. Bonjour Christine Boutin. Bonjour. Vous êtes donc la présidente du Parti chrétien-démocrate. Vous terminez votre séjour en Martinique aujourd'hui en soufflant vos 68 bougies. Joyeux anniversaire. Merci. Vous avez souhaité aller au plus près de la population de cette île pendant ce séjour. Qu'allez-vous garder de ces 3 jours passés en Martinique ? Écoutez, j'ai choisi la Martinique. Elle est pour moi symbolique parce que je ne pourrais pas aller dans tous les territoires ultramarins. Donc la Martinique était pour moi quelque chose d'important. Alors j'ai rencontré un certain nombre de Martiniquais, Martiniquaises. J'ai pas voulu aller voir les institutionnels. Et là j'ai rencontré une plantation de bananes et aussi d'ananas. Et j'avoue que j'ai été très frappée par la détermination de ces hommes par rapport à un travail difficile, l'amour qu'ils avaient aussi de leur travail. Ce qui m'a aussi frappée, et je continue aujourd'hui de rencontrer des personnes, ce qui m'a aussi frappée, je ne sais pas si ça sera confirmé, c'est la référence à la violence. Vraiment, c'est très ressorti de mes contacts. Je suis allée bien sûr sur le marché aux épices, où j'ai pu rencontrer à la fois des Français continentaux et puis aussi des habitants de la Martinique. Et franchement, les Martiniquais m'ont beaucoup alerté sur la violence. Je n'avais pas conscience de cette réalité-là aussi forte. Alors Madame Boutin, le Conseil constitutionnel doit examiner le 16 février prochain une requête à propos de la refonte du système des parrainages pour la présidentielle. Rendre anonyme le système des parrainages serait, selon vous, signe de progrès pour la France ? Écoutez, aujourd'hui, on est vraiment dans une crise de la démocratie, franchement, parce que les minorités n'ont plus la possibilité de s'exprimer. Vous savez que pour se présenter, il faut avoir 500 parrainages qui viennent d'élus. Ça fait à peu près 40 000 personnes qui peuvent signer. Et je m'aperçois, moi j'ai des difficultés. Je remercie les élus de la Martinique, puisque ici, il y a à peu près 20% des élus droite ou gauche qui m'ont appelé leur parrainage. Si j'avais la même chose en France continentale, j'aurais moins de difficultés. Mais aujourd'hui, et je ne suis pas toute seule, beaucoup de candidats ont des difficultés à avoir des parrainages. Ça veut donc dire, dans la France, qui est le berceau de la démocratie, qui donne des leçons au monde entier de démocratie, un système qui fait que les minorités ne peuvent pas s'exprimer. Et moi, j'espère que le Conseil constitutionnel va être sage et qu'il va permettre aux minorités de présenter leurs projets. Alors on est à environ 1 mois et demi de la fameuse date limite pour les parrainages, c'est le 16 mars. Vous en êtes à combien de parrainages aujourd'hui ? Écoutez, j'en suis à peu près à 250 et maintenant je ne vais plus dire combien j'en ai parce que ça cache mon projet. Tout le monde me pose la question sur les parrainages et j'ai quand même d'autres idées. Mais voilà, c'est très difficile de toute façon, je suis très consciente que c'est très difficile. Alors vous avez récemment dit détenir une quasi-bombe entre les mains dans le cas où vous n'atteindrez pas les 500 signatures. S'agit-il de buzz, une forme de bluff, ou alors il s'agit de réveiller dans le landerneau politique et notamment empêcher les fameuses pressions qui existeraient sur les politiques? Je ne suis pas une femme de buzz ni de bluff, je suis une femme sérieuse, engagée en politique depuis plus de 30 ans et je ne pratique pas la langue de bois. Lorsque j'ai parlé de bombe atomique, ce n'est pas un dossier sur quelqu'un, parce que moi je ne sais pas du tout ma façon de faire, je ne fais pas de la politique de caniveau, mais c'est une volonté de réveiller les consciences sur le danger qu'il y aurait à ce que la France perde une de ses caractéristiques de son identité, qui est la démocratie. Donc j'espère ne pas avoir besoin de m'en servir, comme toutes les armes de dissuasion, mais j'ai bien effectivement dans ma poche une action qui devrait réveiller les consciences. Alors vous avez répété également à assumer votre posture de candidate du premier Absolument. tour, 3% qui peuvent compter dans la balance. Est-ce que vous avez aujourd'hui un allié naturel ou à l'inverse, quelqu'un qui ne pourrait jamais obtenir votre soutien dans le cadre du second tour? Écoutez, je suis dans la droite, j'ai toujours été dans la droite, je suis issu de l'UDF quand il y avait l'UDF, donc je suis dans la droite républicaine, je suis absolument pas dans la droite extrême. Dans mon projet qui est tourné autour de la personne humaine, parce que je trouve qu'aujourd'hui nous devenons chacun une variable d'ajustement, on n'a qu'à regarder sur le plan économique dans les entreprises qui ferment du jour au lendemain, on est au chômage, etc. Je veux remettre la personne humaine au cœur, et donc j'ai 2 grands axes. Le premier, c'est la répartition de la richesse avec
avec la création d'un revenu de base, et le deuxième qui est de société. Je suis hostile, profondément hostile, vraiment opposé au mariage homosexuel, à l'adoption homosexuelle ou à l'union civile. Or, aujourd'hui, dans l'échiquier politique, quasiment tous les candidats sont favorables à cela. Donc, en ce qui concerne le PS, Monsieur Hollande a dit très clairement que sa première loi, ce serait le mariage homosexuel, et je crois qu'il le fera parce que ça ne coûte pas un centime. Monsieur Bayrou est favorable à l'adoption homosexuelle. En ce qui concerne la droite, à l'UMP, tous les leaders semblent favorables à l'union civile. Je ne sais pas quelle sera la position de Monsieur Sarkozy, s'il est candidat, ce qui est vraisemblable, puisqu'il n'a pas encore pris position, mais moi je tiendrai fort là-dessus. Alors, et c'est justement pour ça qu'il est important que je puisse être candidate, pour que les Français qui sont hostiles à cette idée, prenant conscience que ça aurait des conséquences très importantes pour nos enfants et l'organisation de la société, puissent s'exprimer. Or, aujourd'hui, manifestement, on ne veut pas que je m'exprime. Alors, justement, vous parliez Merci de me donner la parole, du reste. Vous parliez à l'instant du président de la République qui n'est toujours pas candidat. Qu'allez-vous garder de ce quinquennat? Écoutez, j'ai été avec Monsieur Sarkozy en 2007 et donc j'ai suivi sa campagne. Et franchement, au cœur de la campagne, on ne pouvait pas imaginer qu'il allait arriver une crise comme celle qui est devant nous. Franchement, c'est excessivement difficile. Et je pense que la crise n'est pas terminée et que nous rentrons dans cette crise. Alors, qu'est-ce qui me reste je pense les côtés positifs, c'est naturellement l'activité, la capacité de réaction, de réactivité du président. Ce qui est moins positif, et tout le monde le sait, c'est un certain nombre de ces comportements qui ont beaucoup déplu les Français. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a déplu vous parlez de comportement? Écoutez, c'était toute la partie première de son mandat, quoi, qui n'était pas du tout à la hauteur de la fonction. Alors, en 2012, Christine Boutin, face aux préoccupations des populations en quête de solutions à la fois pour survivre, les concepts de droite ou de gauche, ces concepts ont-ils encore un sens selon vous? Écoutez, je ne le crois pas, mais nous sommes tous enfermés par notre culture, les uns et les autres, par des schémas dans lesquels nous avons beaucoup de peine à sortir. Alors, il y a la droite, la gauche, quelle est la différence? Moi, je propose un revenu de base qui, en fait, est porté à la fois par la gauche et par la droite. C'est simplement les conditions d'application de ce revenu qui varient. Donc, on se rend bien compte que même au niveau des idées, il peut y avoir des passerelles. Le revenu de base assure à tout le monde de ne jamais tomber dans l'extrême précarité. Je crois que c'est un beau concept. Alors, vous placez l'homme au cœur de votre programme. Ce week-end, il y a une petite phrase qui a déclenché les foudres de partout. Toutes les civilisations ne se valent pas. Elle est signée du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Votre réaction? Vous savez, moi je suis absolument hostile au fait que l'on oppose les uns aux autres, les hommes les uns par rapport aux autres. Nous sommes dans un moment de fragilité, de bouleversement où il faut plutôt développer la paix, la concorde entre les hommes. Ce n'est pas la peine d'opposer les civilisations. Je ne suis absolument pas favorable à cette vision là, qui ne peut que développer les tensions des uns par rapport aux autres. Vraiment, et je pense en particulier dans ces départements où ça doit être ressenti d'une façon très violente. Alors, quelle place pour l'outre-mer dans le programme que vous allez développer, que vous avez commencé à présenter aux Français? On va dire 8 axes principaux dans votre programme, et l'outre-mer dans tout cela? Alors, l'outre-mer, écoutez, l'outre-mer, pour moi, c'est partie intégrante. Moi, justement, je vous disais, je ne veux pas opposer les uns aux autres. Je voudrais que les Français continentaux prennent conscience de la réalité des ultramarins. Et je voudrais que les ultramarins considèrent comme une chance le fait d'être dans cette France globale continentale. Moi, je ne veux pas stigmatiser les uns par rapport aux autres. Ce qui est applicable, le revenu de base, par exemple, que je propose, est parfaitement adapté aux ultramarins. Vraiment, c'est une nouvelle répartition de la richesse, nouvelle prestation qui assure que tout le monde peut vivre et que toi, parce que tu existes, tu es une richesse pour ce pays. Alors, l'éducation semble être un point commun à l'ensemble des programmes entendus depuis quelques semaines déjà. L'éducation pour vous? Alors, l'éducation, moi, c'est assez radical. Je propose la suppression du ministère de l'Éducation nationale, non pas pour supprimer l'éducation nationale, mais pour clarifier les missions. Le ministère de l'Instruction publique a pour vocation d'apprendre à lire, écrire, raconter à tous nos enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez que 10% de nos enfants qui arrivent en 6e ne savent ni lire, ni écrire, ni compter.
journée, et à 20 ans, 10% ne comprend pas ce qu'il lit. Donc la première mission pour l'éducation nationale d'aujourd'hui, c'est d'instruire. Et puis l'avantage, c'est que l'éducation pour moi, c'est de la responsabilité des parents. Les parents doivent être responsables de l'éducation et il faut les aider du reste quand ils sont en difficulté par rapport à des jeunes un peu violents. Face à la révision des politiques publiques et la réduction du nombre de fonctionnaires, comment faire justement à la fois pour répondre aux attentes à la fois en matière d'éducation et puis un volet important pour les Français, la sécurité? Je pense que, si vous voulez, la RGPP dont on a très peu parlé mais qui a été très douloureusement vécue par tous les fonctionnaires et que je tiens à saluer, franchement je les salue parce que les Français, globalement, nous ne sommes pas rendus compte des efforts qui étaient demandés à tous ces hommes et ces femmes fonctionnaires. Alors moi je pense qu'il faut une nouvelle répartition. Vous me parlez de l'éducation bien sûr, mais il y a aussi les hôpitaux. On voit très bien dans les hôpitaux qu'il y a un manque de personnel patent et qui met tous les hôpitaux en très grande fragilité. Donc il faut une autre répartition. Le monde change. Il faut que nous arrivions. Alors il faut que nous arrivions avec à faire mieux, avec sans doute moins. La réalité, elle est là. Mais je pense qu'elle va nous obliger aussi à regarder les choses en face et arrêter d'être dans le fantasme et le virtuel. La réalité s'impose à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une vague de froid en France. Le logement va certainement revenir au haut de l'affiche. C'est l'un de vos chevaux de bataille de l'époque, le logement. Comment faire pour justement lutter contre l'augmentation du nombre de SDF et des mal logés? Alors le logement, c'est un secteur très très complexe. Je suis heureuse que le politique le remette sur le devant de la scène parce que ça a toujours été considéré comme le parent pauvre de la politique. Les grands ministres du logement, on les connaît pas. Enfin, je veux dire en général, c'est parce que c'est très technique, etc. Le logement, une seule chose, je voudrais dire. Acceptons-nous les uns les autres, c'est-à-dire acceptons de construire à côté de chez soi, acceptons le différent, et deuxièmement, construisons. Surtout dans les zones très tendues comme la région parisienne, PACA, etc. Vous faites certainement allusion aux 20%, oui, notamment bien sûr, dans la les grandes loi villes. SRU, bien sûr. En quelques secondes, qu'est-ce que vous retiendrez? Quel est le mot, quelle est l'idée ou la phrase que vous avez retenue de votre séjour en Martinique dans toutes vos rencontres? Profondément d'humanité. Profondément d'humanité. Merci beaucoup, Christine Boutin. Merci d'avoir répondu à nos questions.